Après avoir consacré notre réunion précédente au rôle important des ONG, à savoir à la société civile accordée dans le cadre du fonctionnement de l'action du Conseil de l'Europe, je propose aujourd'hui une brève vue sur l'équilibre interinstitutionnel entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Un sujet d'actualité en pensant à la discussion sur les institutions européennes, leur efficacité, le danger d'une implosion avec les fantômes des Brexit ou même Frexit, la mise en question du cadre géographique et politique à 28, l'éventualité d'une Europe à plusieurs vitesses et avec la proposition d'un noyau dur comme symbole de la réalisation du rêve et but original d'une véritable intégration européenne. En effet, il y a aussi l'Europe à 47. Et l'existence d'une Europe à plusieurs vitesses a été visiblement prévue dès le lancement du projet européen. Et ainsi, les relations entre le Conseil de l'Europe et l'Union datent. Elles sont aussi anciennes que l'histoire de l'Union, avec ses débuts en 1951, avec la création de la CECA. Une histoire avec des hauts et des bas, riche en enseignements sur la véritable volonté politique des gouvernements de réaliser les rêves européens des pères de l'Europe. Mais le temps qui m'est accordé est limité et je vais me concentrer sur l'état actuel comme il s'est développé les 15 dernières années, marqué par l'ouverture du projet européen aux pays de l'Europe centrale et orientale, et ainsi par l'élargissement graduel des institutions européennes. Les 23 du Conseil de l'Europe en 1989 sont devenus les 47 d'aujourd'hui. Les 12 de la communauté en 1989 sont devenus les 28 de l'Union d'aujourd'hui. Il va de soi que des questions quant à une éventuelle rivalité, une complémentarité ou une domination institutionnelle se posent. Je prends comme point de départ le 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe qui s'est tenu en 2005 à Varsovie. À cette occasion, le Premier ministre de Luxembourg, Jean-Claude Juncker, a été chargé de préparer un rapport sur les relations entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Tous les sommets ou rencontres au plus haut niveau politique confirment traditionnellement le rôle historique et indispensable du Conseil de l'Europe pour la construction européenne. Et je rappelle que le premier sommet du Conseil de l'Europe s'est tenu en 1993 à Vienne. Et dans la déclaration de Vienne, les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé, et je cite, leur attachement à la démocratie pluraliste et parlementaire, à l'indivisibilité et l'universalité des droits de l'homme, à la prééminence du droit, à un commun patrimoine culturel enrichi de ses diversités. Ainsi, l'Europe peut devenir un vaste espace de sécurité démocratique. Ceci fut la première reconnaissance officielle de l'existence et de l'importance d'une sécurité démocratique. Normalement, on parle de sécurité économique, sécurité militaire, mais sécurité démocratique n'a été jamais officialisée jusqu'à ce moment-là. Par ailleurs, ils ont déclaré que, et je cite de nouveau, le Conseil de l'Europe est l'institution politique européenne par excellence qui est en mesure d'accueillir sur un pied d'égalité et dans des structures permanentes les démocraties d'Europe libérées de l'oppression communiste. C'est pourquoi leur adhésion au Conseil de l'Europe est un élément central de la construction européenne fondée sur les valeurs de notre organisation. Notons que le sommet de Vienne a également chargé le Conseil de l'Europe d'élaborer une convention européenne en matière de protection des minorités nationales. Ce que l'Organisation des Nations Unies n'avait pas réussi pendant les 4 décennies précédentes a été fait par le Conseil de l'Europe dans les 2 années qui ont suivi Vienne. À l'occasion du 2e sommet en 1997, ici
à Strasbourg, le palais de l'Europe est devenu la véritable maison commune européenne. Ils étaient tous présents, les Helsinki, Blair, Chirac, Kohl, Prodi et tous les autres, à l'exception des deux autoritaires, Loukachenko et Milosevic. Dans le cadre d'un plan d'action pour renforcer la stabilité démocratique dans les États membres, le sommet a également donné son accord de créer le poste d'un commissaire aux droits de l'homme pour promouvoir le respect des droits de l'homme dans les pays membres. Devenue une institution indépendante, hautement appréciée et respectée, travaillant en étroite collaboration avec l'ONU, la Croix-Rouge, le Haut Commissariat pour les réfugiés et l'Union européenne. En 1999, le Conseil de l'Europe a fêté ses 50 ans à Londres et à Budapest. La déclaration de Budapest pour une grande Europe sans clivage a réaffirmé la détermination des gouvernements à faire plein usage du potentiel du Conseil de l'Europe en tant qu'institution politique par excellence en mesure de réunir tous les pays de la grande Europe. Un objectif politique et un slogan tellement pertinent pour être successivement incorporés dans la terminologie de l'Union européenne et sa politique d'association et de voisinage. Le choix politique de la voie institutionnelle vers la grande Europe fut ainsi fixé et persévéré à et par Bruxelles. Toutefois, le troisième sommet, en 2005, à Varsovie, voulu le sommet de l'unité européenne par le pays hôte, la Pologne, ne manquait pas de faire référence au rôle essentiel du Conseil de l'Europe dans la construction d'une Europe sans clivage, fondée sur les valeurs communes consacrées par le statut du 5 mai 1949, à savoir la démocratie, les droits de l'homme et la prééminence du droit. Ceci fut une claire indication de la volonté de la part des gouvernements de focaliser, de concentrer, de réduire le programme de travail traditionnel de l'organisation, touchant à la culture, à l'éducation, à la jeunesse, à la protection de l'environnement bâti et naturel. Des activités qui sont indispensables au renforcement de la conscience européenne, au renforcement de l'identité européenne parmi les citoyens, grâce à leur attachement à un héritage commun et à une responsabilité partagée. Il reste encore à noter que les gouvernements ont pris l'engagement dans la déclaration de Varsovie de mettre en place un forum sur l'avenir de la démocratie au sein du Conseil de l'Europe. Pour ce qui est des relations entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, ce fut l'intervention de Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg, assurant à ce moment également la présidence de l'Union européenne, qui faisait abstraction de la langue de bois habituelle et présentait l'analyse réaliste de quelqu'un avec une parfaite connaissance de l'histoire et du fonctionnement des deux institutions européennes. Et je cite M. Juncker. Quand il s'agit de l'essentiel, les rivalités, parfois stupides, entre le Conseil de l'Europe et l'Union n'ont pas lieu d'être. La sauvegarde des droits de l'homme, l'action culturelle ainsi que son action normative font du Conseil de l'Europe une organisation dont l'Union serait dans l'impossibilité de prendre le relais. Le Conseil de l'Europe et l'Union sont d'une grande complémentarité de par leur domaine d'action et leurs expériences. Il est de notre devoir d'œuvrer ensemble pour plus de cohésion et d'unité en Europe dans le cadre d'un partenariat entre nos deux organisations. Pour que ce partenariat puisse s'épanouir, il revient aux uns de respecter les prérogatives et domaines d'excellence des autres. Juncker. Ceci a amené ses collègues de charger Jean-Claude Juncker d'élaborer à titre personnel un rapport sur les relations entre l'Union et le Conseil de l'Europe. M. Juncker présentait son rapport en 2006 avec le titre tout à fait pertinent « Conseil de l'Europe, Union européenne, une même ambition pour le continent européen ». En introduction, il constate que l'un comme l'autre ont développé un modèle de coopération particulier, tous deux bénéficiant de leurs instruments propres,
vocation propre et périmètre propre. Il constate également que les deux organisations n'ont pas su organiser durablement leur complémentarité. Il s'est donc attaché à mettre en évidence les lignes de force de ce que pourrait être une meilleure coopération, un véritable partenariat au service d'une seule Europe de la dimension humaine. Selon les recommandations du rapport Juncker, qui fut un plaidoyer en faveur de l'accomplissement d'une mission commune, le Conseil de l'Europe devrait être la référence continentale en matière des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que la référence pour les domaines de la culture, de l'éducation et de la jeunesse, avec une implication accrue de la société civile. Dans le cadre de sa politique d'association et de voisinage avec les pays de l'Europe orientale et du Sud-Est, et de l'élaboration des programmes de soutien à cette fin, l'Union devrait associer le Conseil de l'Europe en tant que partenaire égal et pas le considérer comme un compétiteur, une ONG, parmi tant d'autres dans ce domaine. Un dialogue politique étoffé devrait s'installer pour permettre aux dirigeants des deux organisations d'avoir des échanges sur l'actualité, sur des sujets d'intérêt commun liés à la sécurité démocratique des citoyens du continent. Une adhésion immédiate de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme devrait être mise en route. L'adhésion de l'Union au statut du Conseil de l'Europe devrait être le prolongement logique de cet ensemble de mesures en faveur d'un véritable partenariat. Ce formidable bouquet de recommandations est largement resté lettre morte. Parce que, rappelons-le, M. Juncker a présenté son rapport à titre personnel. Et il était ainsi parfaitement non contraignant pour l'ensemble des gouvernements concernés. Un sort, malheureusement prévu immédiatement par les médias, c'est ainsi que le DNA prévoyait au rapport Juncker un avenir assuré dans un tiroir à Bruxelles. C'était bien vu, hélas. Dans le domaine des droits de l'homme, où le Conseil de l'Europe devrait être la référence continentale, l'Union, qui s'était déjà donné sa propre charte des droits fondamentaux, a créé en 2007 son agence des droits fondamentaux et nommé un représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Il n'a toujours pas adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme et un avis négatif de la Cour de Luxembourg offre le prétexte idéal aux adversaires de la repousser sine die. Dans le domaine de la démocratie, l'Union a mis en place un fonds européen pour la démocratie. Dans le cadre de la politique d'association et de voisinage de l'Union, le Conseil de l'Europe reste un des compétiteurs et exécutants des programmes conçus seuls par l'Union. Quand il s'agit de sujets d'actualité politique, tels que le conflit entre l'Ukraine et la Russie, deux États membres du Conseil de l'Europe, avec des engagements communs envers les principes et les textes de l'organisation, l'initiative et l'action européenne se situent dans le cadre institutionnel de Bruxelles et pas de Strasbourg. Pour ce qui est du programme de travail du Conseil de l'Europe, l'annonce du sommet de Varsovie fut réalisée avec sa focalisation autour des trois piliers, droits de l'homme, état de droit et démocratie. Quant à la proposition Juncker d'une adhésion de l'Union au statut du Conseil de l'Europe, elle semblait être politiquement irréalisable parce que, dans les faits, l'Union reste une fiction. Au fond, elle reste une structure intergouvernementale. Ce sont les États qui décident, à travers le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, et pas les institutions communautaires telles que le Parlement européen ou la Commission européenne. L'image du Conseil de l'Europe comme la voie intergouvernementale de la construction européenne et de l'Union comme la voie d'une véritable intégration ne s'est pas réalisée jusqu'à ce jour. Les États donnent la priorité à l'intergouvernemental.
Les 28 États de l'Union présentent par leur nombre et surtout par leur contribution au budget une large majorité au sein du Conseil de l'Europe des 47, dont le budget qui lui est attribué atteint à peine 0,3% du budget de l'Union. Et rappelons-nous que le fameux budget de l'Union atteint à peine 1% du PIB des 28 États membres. Les 28 exercent également une domination politique si on tient compte du fait qu'au moins 11 de 19 non-membres de l'Union, qui sont membres du Conseil de l'Europe, se trouvent en situation d'association avec ou de futurs candidats d'accession à l'Union. Ainsi, il est logique que les 28, qui ont les deux institutions à leur disposition, donnent priorité à l'Union en tant que fiction de l'Europe unie, mais toujours sous contrôle intergouvernemental. Et ils gardent pour le Conseil de l'Europe le rôle de la boîte à outils utile. Jean-Claude Juncker a fait revivre, au moins sur le papier, l'image des deux moteurs pour l'Europe de demain, comme les deux organisations ont déjà été présentées au début des années 80 par le doyen des journalistes européens, Emmanuel Cazzo. Avec le fantôme de l'alternative nationale qui hante actuellement l'Europe, l'Europe se trouve dans un impasse. Et avec ça aussi le projet européen. En principe, cette situation devrait encore davantage inciter le gouvernement de se servir des deux forces motrices de la construction européenne en tirant le meilleur profit de leur complémentarité. On pourrait ainsi s'imaginer le scénario suivant. Le Conseil de l'Europe pourrait assumer le rôle essentiel de l'instance européenne chargée du renforcement de la consolidation de l'identité pour l'ensemble des pays et des citoyens. Le fait d'être la référence pour la démocratie et les droits de l'homme ne demande qu'à être confirmé. C'est un manque de connaissance, de compréhension et d'esprit de solidarité, tous les trois, formant le terreau d'une conscience, d'une identité européenne. C'est manque qui a fait passer le rêve européen en cauchemar européen. Comment est-ce qu'on peut plaider l'attachement à un projet européen sans donner en même temps la priorité à l'histoire et surtout à la pédagogie européenne? Pour une meilleure identification des peuples avec l'Europe à travers la culture, l'histoire et surtout l'éducation, c'est le Conseil de l'Europe qui dispose de toute l'expérience et du savoir-faire pour accomplir cette tâche. Le rapport Juncker avait indiqué le chemin, c'est au gouvernement de le sortir des oubliettes. L'Union européenne est fragilisée, voire menacée par des Grexit, Brexit ou Frexit et par d'autres chantages nationaux. Elle est confrontée à une Europe à la carte. Chacun choisit l'engagement qui lui convient, qui lui rapporte le plus. L'Europe par conviction a été remplacée par l'Europe par calcul. La seule zone euro offre à l'Union la possibilité d'avancer vers une Europe fédérée autour de politiques communes dans les domaines économiques, monétaires, fiscaux et sociaux. Une dynamique politique s'enchaînerait tout naturellement. Dans ce contexte, il est intéressant à noter que, selon le dernier Eurobaromètre de fin 2015, 68% des citoyens des pays de la zone euro soutiennent une union économique et monétaire européenne avec une seule monnaie. 73% en Allemagne et 67% en France. Mais difficilement envisageable à 19. Il faut un noyau dur qui se lance. Alors rappelons-nous que Robert Schuman avait réussi en 1951 de convaincre seulement 6
des 14 membres du Conseil de l'Europe de l'époque de se lancer dans l'aventure de la politique commune de la CECA. Il faut ainsi qu'aujourd'hui un cercle de courageux au sein de la zone euro s'engage pour avancer sur le chemin de l'intégration, seul moyen pour faire face aux défis lancés par un monde multipolaire et une économie globalisée. Académiquement, l'image Conseil de l'Europe, c'est la coopération intergouvernementale. La communauté, ou après l'Union, c'est l'intégration. Et ça, c'était vrai en 1951. C'était déjà devenu faux en 1954 avec le refus de la communauté européenne de défense, avec le vote négatif à l'Assemblée nationale, quand les communistes se sont alliés avec les gaullistes pour faire capoter le projet. Alors ça s'est arrêté comme là, et n'oubliez pas, en 1958, quand la CE, la Communauté économique européenne, a été créée, c'était toujours les 6. Les Britanniques qui ne voulaient évidemment pas de la CECA, qui ne voulaient pas d'une défense commune, ils ne voulaient pas ça non plus. Ils ont même créé un organisme concurrent, l'ALE, l'EFTA, et quand ils ont senti que ça marche bien, la CE, ils ont abandonné leur propre bateau et ils sont devenus candidats. Et De Gaulle leur a refusé pendant des années d'entrer dans la communauté, mais il n'a pas fait ça parce qu'il était bon européen, parce qu'il avait un compte à régler encore avec les Anglais. Ces mauvaises expériences pendant la guerre, primo, et deuxièmement parce qu'il voulait rester le patron politique sur le continent. Et il ne voulait pas, de toute façon, il voulait l'Europe des patries, il ne voulait pas une Europe fédérale. Alors c'est déjà et ainsi, disons, la communauté et l'Union est plus en plus devenue plutôt une structure intergouvernementale. Et ainsi aussi, la rivalité un peu malsaine entre les deux institutions. Le problème actuel, la division actuelle de l'Europe. Vous avez d'un côté le phénomène du Brexit. Le Royaume-Uni reste toujours atlantiste. La priorité du Royaume-Uni, c'est toujours les relations avec les États-Unis qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme leur petit cousin, ou je ne sais pas quoi. Et le continent joue pas le même rôle là-dedans. Les Britanniques sont contents avec une grande zone de libre-échange. Et c'est tout. Alors, ils ne peuvent pas s'engager sur ça. La Hongrie est entrée en 90, après l'autre. C'était l'entrée en Europe. Et l'entrée en Europe, c'était l'adhésion aux valeurs, aux principes du Conseil de l'Europe. Havel a suivi M. Klaus, qui est un thatcheriste de premier ordre. La première chose qu'il a fait enlever en haut, dans sa résidence au Ratchin, le drapeau européen. Ah oui? Vous n'êtes pas au courant de ça? Oui. Ça, c'était un de ses premiers actes. Et alors, son approche vers notre Europe est complètement différente. Le Viktor Orban, il était révolutionnaire en 89-90 dans son pays. Entre-temps, il a évolué vers comment dire, presque un Milosevic hongrois. Et en Slovaquie, c'est un peu pareil. En Bulgarie, il y a eu Genev comme premier président, qui était aussi un président philosophe. Évidemment, il y a des États membres qui sont plus que douteux dans leur pratique de droits de l'homme, mais c'est toujours la question éternelle de l'inclure ou de l'exclure. Disons, c'était le problème avec la Turquie qu'on a eu depuis 1949. Il y a des hauts et des bas. Quand même, le fait que la Turquie était membre du Conseil de l'Europe a contribué à une évolution positive du pays pendant pas mal de décennies. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le 20 ans
de l'appartenance de la Russie au Conseil de l'Europe. Oui. Dans la délégation russe, il y avait Kovaliev, le fameux défenseur des droits de l'homme, qui disait oui, je sais, mon pays n'est pas prêt, mon pays n'est pas encore démocratique, mais prenez-nous, c'est notre seule chance d'avancer. Je sais bien que nous serons la croix que vous devrez porter pendant les années à venir. Le Conseil de l'Europe, c'est quand même politiquement un pantin des 28. Avant l'entrée de l'Ukraine ou avant l'entrée de la Russie, le feu vert est venu de Bruxelles. C'est eux qui ont poussé l'adhésion de l'Ukraine ou de la Russie au Conseil de l'Europe. Et là, la réelle politique, le Conseil de l'Europe, et M. Gentil le sait, moi je le présente toujours comme une organisation à 4 niveaux. Il y a la coopération intergouvernementale, interparlementaire, pouvoirs locaux, alors territorial, et la société civile. Et sur ces 4 niveaux, le Conseil de l'Europe offre des réseaux de contacts et de coopération entre les 47, et aussi longtemps que les Russes, que les Turcs et d'autres peuvent en profiter. Je crois qu'il faut laisser cette... Chaque niveau joue un rôle. Voilà, je voyais ce matin le congrès, puisqu'on est en congrès, les Russes sont là, comme les Turcs, et on voit qu'il y a des échanges qui se font, qui ne peuvent pas se faire au niveau des États, qui ne peuvent plus se faire, mais qui se font au niveau des pouvoirs locaux et régionaux, de la même manière que la société civile joue un rôle plus important aujourd'hui dans ces pays-là, parce qu'elle maintient des liens qui ne peuvent plus la tenir. Le secrétaire général lui-même du Conseil de l'Europe est venu devant la ils sont encouragés par le fait que la Russie appartient. En janvier, et nous a dit, vous pouvez désormais maintenir un lien que je ne peux plus maintenir, que les États, les chefs d'État, les ministres ne peuvent plus tenir. Oui, je me pose la question quand j'entends bien, il y a des relations qui se font au Conseil de l'Europe qui ne peuvent plus se faire ailleurs, la Turquie, la Russie. D'ailleurs, j'entends ça depuis des années. Et je me pose la question jusqu'où on peut pousser le bouchon. Parce qu'actuellement, moi j'ai l'impression que l'Europe est vraiment en train de dégringoler. On garde des canaux ouverts. Je me pose la question, pour quand? Quand il y a par exemple, on a cité Orban, qui s'auto-qualifie d'antidémocrate, le rôle de protecteur des démocraties européennes qui est celui du Conseil de l'Europe, pourquoi on ne le suspend pas avec un grand geste, avec beaucoup de bruit, et on s'affirme au niveau du Conseil de l'Europe vraiment en tant qu'entité qui défend ses valeurs européennes? Parce qu'il n'y a personne qui comprend qu'on puisse laisser faire le Conseil de l'Europe en tant que tel n'existe pas, c'est les gouvernements. Et dans les gouvernements, il y a toujours 2, 3, 4 qui ne veulent pas se fâcher avec M. Orban ou qui ont leurs intérêts. Leurs intérêts bassement économiques et autres dans ces pays, comme avec les relations avec la Russie et autres, comme la fameuse décoration pour le ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite. Ah oui, c'est super ça. Par le pays des droits de l'homme. Voilà. Oui, mais tout ça, ça contribue quand même énormément au désengagement des Européens. Bien sûr. Et bien sûr, tout est fait dans des comités et il y a des rapports très savants, très intéressants, en anglais et en français. Et chaque pays devrait prendre le soin de le traduire dans la langue et de l'utiliser. Pourquoi il n'y a pas dans toutes les écoles de tous les États européens l'histoire européenne? À l'Assemblée nationale française, un grand débat sur la Russie, avec tous les problèmes que pose la Russie. En une journée, ils n'ont pas, aucun des intervenants pourtant très brillants, ils n'ont pas cité ou fait allusion, ou fait la moindre référence une seule fois au fait que la Russie fait partie du Conseil de l'Europe. Et parler pendant une journée des relations de la Russie, et ne pas citer quand même qu'elle fait partie d'une grande organisation internationale européenne, concernant. Et il y avait des députés, il y avait toutes tendances confondues. Les structures à vocation fédérale que sont le Parlement et la Commission ont perdu de leur pouvoir, totalement perdu, et c'est l'intergouvernemental qui règne aujourd'hui sur l'Union européenne. Je ne vois pas d'ailleurs la différence, moi je le dis partout, qu'il y a actuellement dans le fonctionnement de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. À la limite, même, ça se passe mieux au Conseil de l'Europe qu'à l'Union européenne. C'est plus les structures fédérales. Le Parlement européen, on demande même à quoi il sert, et la Commission, même avec Juncker, elle continue à rester un peu plus en évidence qu'elle était avant, mais néanmoins, tant qu'on en est là... Non, le Conseil de l'Europe est une structure, un instrument
très utile. Maintenant, c'est au gouvernement de l'utiliser. Et les gouvernements décident aussi ce qu'ils veulent comme structure multilatérale. Alors là, il y a les 28 et il y a les 47. Mais dans les 28, ils ne sont déjà pas d'accord. C'est pour ça qu'on retombe sur ta proposition du noyau dur de la zone euro. Et là, il y avait peut-être une lueur d'espoir d'avoir un tandem franco-allemand. Mais est-ce qu'on voit aujourd'hui vraiment l'Allemagne et la France d'avoir des politiques communes, économiques, sociales, fiscales Même ce tandem est en train de disparaître. Voilà. Vous vous souvenez bien comment M. Mitterrand s'est comporté au moment du chute de mur. Bien sûr. Il était le meilleur allié de Mme Thatcher. Il disait les Allemands de nouveau. Il a fait sa visite officielle en RDA quand la RDA était mourante. Tout le monde se disait mais il est tombé sur la tête. Bon, après, il se rapprochait avec Kohl. Mais Kohl n'était pas suffisamment ferme quand ils ont fait Maastricht et l'euro. Kohl aurait dû insister, ok, je fais ça, je sais très bien que 70% de ma population sont contre, je ne vais pas faire un référendum, je ne suis pas démagogue comme d'autres, oui. Je crois que c'est la bonne politique, mais alors en même temps, il faut les politiques qui accompagnent cette monnaie commune. Delors aurait probablement joué le jeu avec lui. Et là, il était trop gentil. Une note d'espoir, si c'est possible. Une note d'espoir. Il faut toujours avoir l'espoir. Et il faut peut-être se souvenir comment ça a commencé. Quand Monnet et Schuman ont milité en 50-51 pour leur communauté du charbon ou de leur haute autorité dans le domaine du charbon assez, parce que c'était ça. Les gouvernements ne voulaient pas des hautes autorités européennes qui avaient une souveraineté dans tel ou tel domaine, surtout pas dans le domaine politique. Monnet était suffisamment malin de choisir un sujet qui pouvait peut-être trouver, parce qu'on disait, si on fait ça, on a le contrôle sur la roue. Il est allé au Conseil de l'Europe, au comité de ministres, pas d'unanimité, certainement pas, il ne voulait pas de ça. Alors, il a fait le tour de ceux qui étaient prêts. Il a d'abord trouvé son ami Adenauer. Bon, ils étaient de la même famille politique, ils étaient de la même région, si on veut. Schuman le Lorrain, Adenauer le Rhénan, c'est pas très loin. C'était des enfants des frontières, parce que les grands Européens étaient des hommes des frontières, des Gasperi aussi. Adenauer tout de suite, parce qu'il avait quand même une fibre européenne assez forte. Elle dit oui, je suis prête. Et avec ça, aller chez les Belges, chez les Néerlandais, des 14, 51, il y a eu déjà 14 États membres au Conseil de l'Europe. 6 ont dit chiche, on fait ça. Et ont créé, avec la CECA, cette nouvelle structure européenne qui est devenue le départ de l'Europe de l'intégration. Et alors, ça montre bien, s'il y a quelques courageux dans un cercle plus large qui s'avance, ça peut aboutir à quelque chose. Et aujourd'hui, on se trouve dans cette magma de néo-nationalisme, etc., dans une Europe de 28, dans une Europe de 47, ni à 47 certainement pas, c'est pas son rôle, mais à 28, il se réfère toujours aux pères fondateurs de l'Europe, mais ils ne suivent plus les idées des pères fondateurs. Alors, dans les 28, il faut faire un choix, il faut faire le ménage. Et effectivement, le rêve serait qu'il y aura de nouveau un couple fonctionnant franco-allemand. Je disais un cercle de courageux, qui peuvent être 6, qui peuvent être 7, 8 ou 9. L'Europe, un peu dans sa dimension nord-sud et est-ouest. Malheureusement, pour le moment, c'est un rêve. Mais qui aurait cru en 45-46 qu'on était capable, dans les 2, 3, 4 ans à venir, de faire ce qu'on a fait? Moi, j'aurais mieux même
rien contre que le Conseil de l'Europe joue la boîte à outils utile. Il le joue vraiment. Hein, s'il est reconnu en tant que tel, hein, si X, Y et Z dans la rue, c'est exactement ce que le Conseil de l'Europe fait, en complémentarité avec l'Union européenne. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. L'automne 89, hein, le Conseil de l'Europe a inventé ce qu'on appelait les programmes de coopération d'assistance pour les nouvelles démocraties, pour les démocraties en transition. Ça a été créé au sein du Conseil de l'Europe. Il fallait dire, OK, le Conseil de l'Europe, c'est l'instance compétente dans ces domaines, alors laissons-le faire par le Conseil de l'Europe, et basta. Et pas créer des situations de compétition, hein, et de rivalité. Hein. Et la même chose, dire clairement dans le domaine des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est comme cirque, hein? Hein, on a la Convention européenne des droits de l'homme, on a la Cour européenne des droits de l'homme, on a la Charte des droits fondamentaux du côté Union, on a une agence, on a un représentant, on a la Cour de Luxembourg qui trouve des poux dans les cheveux, décider politiquement que l'Union devrait maintenant finalement adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme, et ça c'était en 2007, et c'est malsain. Hein? Et pourquoi elle n'adhère pas à la Convention des droits de l'homme? Parce que certains pays, voilà les noms, si l'Union en tant que telle adhère à la Convention, hein, ça renforce le rôle de l'Union, hein? Et ça, le Danemark, le Royaume-Uni et d'autres ne veulent pas ça. Juncker, dans son rapport, il disait adhésion de l'Union au statut du Conseil de l'Europe. Ça veut dire que l'Union, en tant que telle, adhère comme membre du Conseil de l'Europe, à voix égale aux autres États membres. Mais les autres États membres disent, mais nous, on ne donne pas notre OK à la Commission qui parlera au nom de l'Union. Tu reviens à l'intergouvernemental, hein, qui prend le dessus. Du Conseil de l'Europe d'abord, il a donné l'ADN démocratique à l'Europe, hein, avec le statut de 49. Hein, on a fixé démocratie pluraliste, droits de l'homme, état de droit, comme obligation à chacun, hein, de respecter ces trois principes, comme obligation de chacun qui veut joindre ce nouveau organisme européen. Hein. Ça a été codifié là. Hein. Ça veut dire que ça a déjà exclu à l'époque tous ceux qui n'étaient ni une démocratie, qui ne respectaient pas les droits de l'homme et où il n'y avait pas d'état de droit. Hein. Alors en 1949, le Conseil de l'Europe a donné encore à l'Europe aujourd'hui, parce que par la suite, la communauté européenne a repris ça aussi comme obligation. Ça, c'est le premier fondement européen qui a été bâti par le Conseil. Le deuxième était évidemment qu'il a évolué en tant que structure de coopération. Dans le statut, tu as le comité des ministres, c'est-à-dire les gouvernements qui sont responsables de la coopération intergouvernementale. Ça, c'était normal. Ça existait déjà avant, c'était rien de nouveau. Mais dans les statuts de 1949, tu trouves aussi, on a créé un deuxième organe, l'Assemblée parlementaire. C'est-à-dire, on a ajouté, hein, dans le concert ou dans les relations entre pays, la voix des parlementaires. On a donné au Parlement, aux parlementaires, une voix au chapitre dans les relations internationales européennes. C'est un deuxième niveau qui s'est créé. Relativement vite, déjà à partir de 1952, le Conseil de l'Europe a accordé un statut à la société civile, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire aux organisations internationales non gouvernementales. Hein? Depuis 1959, ils ont un statut au Conseil de l'Europe. Au milieu des années 50. 52, oui, c'est ce que j'ai dit. Ah bon, non, 50, non, j'ai dit au début 52 déjà. Alors, au milieu des années 50, une initiative venant de l'Assemblée était de dire, mais il faut ajouter à ce qui existe déjà comme réseau, les autorités territoriales, c'est-à-dire les représentants des régions et des communes. Hein, ça, c'était le troisième niveau. Et gouvernement, parlement, autorités territoriales et société civile, hein, qui ont été
disons, liés entre eux et qui avaient un peu la voix au chapitre quand le Conseil de l'Europe discute de son programme de travail.